la stack technique qu'il te faut pour lancer ton SaaS en 2026. Je m'appelle Sofiane, je suis ingénieur en informatique depuis plus de 15 ans. J'ai développé énormément d'applications, notamment sur des technologies plutôt rudimentaires, enfin, on va dire classiques, Microsoft, Windows, .NET. Et quand je me suis lancé dans le SaaS, donc depuis on va dire 2-3 ans, j'ai découvert pas mal de technologies au fur et à mesure, j'ai testé pas mal de choses et j'ai envie de te partager aujourd'hui absolument tout ce que j'ai appris parce que c'est des heures et des heures, voire des jours de développement que j'ai passé à tester des outils, à se rendre compte qu'il y avait des limitations dans tous les sens, forcément. Et je pense que j'ai trouvé, je dirais, le package vraiment complet, efficace, qui permet de développer un SaaS 100% fonctionnel en production. Je dis bien. Parce qu'on connaît les SaaS qui fonctionnent en local, ça fonctionne bien, ok, pas de souci. Mais dès lors que tu passes en production, il y a tout qui explose, notamment pour les personnes qui n'ont pas cette notion d'infrastructure qui est ultra importante. Et moi, j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. C'est la stack technique que j'utilise dans mes SaaS qui sont en production, qui fonctionnent, qui font du cash, qui génèrent de l'argent, des revenus et qui surtout sont, je dirais, réactifs pour les utilisateurs. Et ça, c'est très important. Alors, bien évidemment, donc, la première couche, ça va être le Next.js. Donc, Next.js, c'est quoi? C'est un framework web basé sur React qui va te permettre de développer à la fois la partie front et la partie back-end. Et c'est ultra important. Pourquoi? Parce que dans le même écosystème, tu vas avoir absolument les fonctions UI, hein, les composants UI, les composants clients, etc., que tu vas pouvoir afficher sur ton navigateur. Et la partie back-end, donc la logique, métier, les services, les connexions, les paiements, etc. Et Next.js, c'est vraiment, vraiment, vraiment le framework aujourd'hui que je conseille. Moi, je l'utilise tout le temps sur absolument tous mes SaaS. La base, c'est Next.js parce que c'est fiable, c'est robuste, ça fonctionne. Et puis, très honnêtement, c'est accessible, hein, pour les personnes qui ont envie d'apprendre le web. Il y a absolument tout ce qu'il faut sur le web pour pouvoir se former, se documenter. Donc Next.js, vraiment la première chose. En plus, il y a énormément de documentation, il y a une bonne communauté, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc je te recommande ça. La deuxième chose que je recommande, c'est Tailwind CSS, bien évidemment. Donc dès lors que tu crées un projet sur Next.js, il va te demander est-ce que tu as envie d'implémenter Tailwind CSS. Tailwind, c'est si tu veux, une librairie CSS qui va te permettre de faciliter la création de composants web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, on utilisait du CSS, donc c'était du code à rallonge qui permettait de définir dans le détail des composants web. D'accord? Je te montre rapidement. Auparavant, pour avoir un composant comme ça, eh ben, ça demandait énormément, énormément de classes, de détails, etc., etc. Aujourd'hui, grâce à Tailwind CSS notamment, on a la capacité d'avoir justement ce système de mots-clés qui va te permettre de créer très rapidement un composant comme ça qui est quand même assez technique, assez compliqué. Et c'est vraiment tout l'enjeu de Tailwind CSS, c'est vraiment d'avoir, je dirais, cette notion-là de mots-clés qui va te permettre de créer rapidement des composants web. Tout en sachant qu'aujourd'hui, avec l'IA, bien évidemment, Tailwind CSS, c'est vraiment, vraiment recommandé. Parce que les IA connaissent bien cette librairie et l'utilisent très bien dans le développement. Donc ça, c'est vraiment le package de base pour pouvoir te lancer. Ok, pour avoir une application web qui fonctionne, qui est jolie et qui est responsive également. Ensuite, on va avoir le côté base de données. Base de données, moi j'utilise, on va dire à 80-90% MongoDB. Pourquoi MongoDB? Tout simplement parce que MongoDB, si tu veux, c'est une base de données qui est basée sur un système de documents JSON. Donc, contrairement à toutes les bases de données, enfin la plupart des bases de données, on va dire, dans le monde assez classique, ça va être des bases de données qui sont relationnelles, donc on va avoir SQL, Postgres, etc. Et ces bases de données-là, elles ont besoin d'un schéma. Donc, si tu regardes, par exemple, on va faire SQL schéma. Donc, en fait, les bases de données SQL, elles ont besoin d'un schéma, elles ont besoin, voilà, de colonnes qui sont bien rigides, bien spécifiées avec leur type, etc. etc. Et ça, si tu es par exemple, dans une dynamique de vibe coding ou de développement assez rapide, eh ben, tu vas voir que la base de données SQL, ça peut vite devenir un frein dans le développement. Regarde, ça ressemble à ça. Tu vas avoir différentes tables avec des champs, donc des colonnes, et chaque champ il a un type bien évidemment, mais
parfois quand tu développes, tu as envie de tester différentes choses. Ton user, il peut avoir différentes formes, il peut évoluer très rapidement en fonction de tes besoins, en fonction de tes features. Et du coup, à chaque fois que tu dois faire évoluer ton user, eh ben, il faut que ton schéma dans ta base de données soit exactement identique. Parfois, ça peut être compliqué, ça peut être chiant, très honnêtement. C'est pour ça que moi, je me suis beaucoup intéressé à MongoDB parce que justement, avoir la notion de JSON dans les documents, de ces documents JSON, pardon, ils vont te permettre d'avoir une flexibilité dans la définition des documents. Donc là, par exemple, si demain j'ai un document qui n'a pas de titre, eh ben, c'est pas grave. Je peux mettre en place des règles pour que MongoDB, pour que mon application n'affiche pas de titre, tout simplement. Et ça va ne pas avoir d'impact dans MongoDB. Alors bien sûr, il y a des développeurs qui aiment bien mettre en place des règles dans MongoDB pour avoir ce genre de, on va dire, de complexité. Mais moi, très honnêtement, j'utilise vraiment la flexibilité de MongoDB pour pouvoir stocker des documents qui ont des formes complètement différentes. Ok, mais ça me permet d'avoir une flexibilité dans mon avancement. Donc MongoDB, c'est vraiment, je dirais, un des trucs que j'ai vraiment apprécié et découvert depuis, je dirais, 2025, même fin 2024. Et pour moi, ça a été une révolution, vraiment. Tout en sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'un monde un peu assez entreprise, etc. Et très honnêtement, il n'y avait pas de base de données de ce type-là, hein. Des bases de données quasiment, c'était SQL, Microsoft. Et donc là, on a des bases de données voilà, différentes. Et surtout, aujourd'hui, on a les bases de données vectorielles hein, grâce à l'IA. MongoDB l'implémente. On a tout un tas de recherches, de requêtes qu'on va pouvoir faire sur le web qui vont être très rapides en MongoDB également. Donc ça a plein d'avantages de l'utiliser. Donc voilà pour la partie base de données. Ensuite, on a aussi Supabase, qui est une base de données intéressante également, qui permet d'avoir, en fait, l'intérêt de Supabase, c'est d'avoir un Postgres qui est dans le cloud. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois moi. Et ça permet également d'avoir la partie authentification qui est gérée en interne dans Postgres. On a aussi la partie vectorielle, mais ça reste quand même une base de données où on est basé sur, on est quand même derrière sur du Postgres. On a quand même besoin d'une définition assez, je dirais, rigoureuse des tables de la base de données. Et voilà, il y a des pour et des contre. Moi, personnellement, je préfère quand même MongoDB. Après, rien n'empêche d'avoir dans un projet plusieurs types de bases de données en fonction de l'application. On peut avoir à la fois du Mongo qui va tourner, du Supabase, parce que chaque base de données a des avantages et des inconvénients. Et on peut utiliser les deux bases de données ou différents types de bases de données en fonction des besoins. Ensuite, euh, des services qui sont utiles et qui sont même, je dirais, indispensables. Le premier, ça va être Stripe, donc pour les paiements. Stripe, euh, très connu, qui permet de gérer tous les paiements, ok, qui vont se passer sur le web. Et Stripe, l'avantage, c'est que c'est super bien documenté, donc il y a absolument tout qui est sur leur site de documentation. On peut gérer les paiements, gérer les checkouts, etc., etc. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, Stripe, c'est très connu, c'est fiable. Et ça permet quand même de gérer ce qui est le plus important dans un SaaS, c'est les paiements. Donc ça, c'est une partie à absolument maîtriser pour pouvoir avancer dans son SaaS. Ensuite, on a Clerk. Clerk, une librairie que j'ai découvert il y a pas longtemps, enfin cette année, en 2025, et qui permet de faire de l'authentification. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un truc qui est vachement. En fait, c'est simple à implémenter et surtout, je trouve que les composants qu'ils ont mis en place, ils sont assez jolis. Donc moi, j'utilise beaucoup. Par exemple, ça ressemblait à ça. Donc là, si je fais sign up, bien évidemment, ça va être des composants de chez eux. Donc voilà, on va avoir directement cette boîte de dialogue avec les providers d'identity et potentiellement d'autres choses qu'on peut mettre en place pour s'enregistrer et pour pouvoir le faire le sign-in. Et ça, c'est bien quand on veut pas trop se prendre la tête avec l'authentification. Ça permet de le faire assez rapidement. Ça fonctionne bien avec Next.js. Et surtout au niveau pricing, c'est intéressant parce que sur le plan gratuit, on peut avoir jusqu'à 10 000 utilisateurs actifs mensuels, donc c'est pas rien. Et ça permet d'avoir vraiment une utilisation sur le plan gratuit qui est très très intéressante. Euh, donc ça, c'était pour Clerk, l'authentification. Ensuite, on a Resend. Resend, c'est un de mes chouchous, un de mes favoris vraiment. Resend, c'est
la librairie qui permet d'envoyer des emails depuis son SaaS. Donc c'est Email for Developer, c'est vraiment fait pour ça. Je trouve que leur application elle est vraiment bien foutue. On peut configurer ça ultra rapidement, c'est trop bien foutu. Moi j'adore. Et il y a une documentation qui est super claire, très facile à mettre en place. Enfin très facile, très, je dirais, simple d'utilisation, de compréhension également. Et il y a un pricing qui est intéressant. Donc on a 3000 emails qui sont inclus par mois sur le plan gratuit, avec un domaine, etc. etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment vachement utile et surtout pour envoyer les emails de notification, les emails de transactions avec les utilisateurs. C'est ultra simple à utiliser, c'est ultra simple à mettre en place. Et enfin, on va avoir une des grosses découvertes de cette année. Une des grosses découvertes de cette année, c'est Ingest. Donc Ingest, ça sert à quoi? C'est une librairie qui va te permettre de gérer à ta place les background jobs. Donc toutes les fonctions qui vont prendre un temps fou, les fonctions où tu vas faire du calcul, les fonctions où tu vas devoir faire plusieurs choses en même temps, vérifier l'authentification, envoyer un email, envoyer une notification, mettre à jour une API, etc. etc. Toutes ces fonctionnalités-là qui peuvent prendre du temps, en fait quand tu es en production, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, là ce que je te donne c'est la stack vraiment pour un SaaS en production. Parce que moi quand j'ai mis une dizaine, une vingtaine de SaaS en production, eh ben, je me suis vite rendu compte des limitations. Notamment quand tu vas déployer sur Vercel ou sur de cloud providers qui vont te permettre de déployer tes applications, eh ben, tu vas vite te rendre compte qu'il y a des limitations. Notamment des limitations en termes de timeout, c'est-à-dire que si une fonction elle prend trop de temps à s'exécuter, donc si ça s'exécute si ça s'exécute très longtemps sur Vercel ou sur Render, à un moment donné, tu vas atteindre des timeouts, tu vas atteindre des limitations et ça va bloquer ton application. Et donc, pour contourner ce problème-là, on peut passer par Ingest notamment qui va te permettre de gérer à ta place les fonctions, notamment celles qui vont prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si on a un exemple ici que je pourrais te montrer. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait, où là en fait on va avoir par exemple une action, ça va être une fonctionnalité, et cette fonction à l'intérieur on va avoir plusieurs étapes. Donc là par exemple on va appeler un LLM, on va télécharger un fichier, etc. etc. Et tout ça en fait ça prend énormément de temps. Donc ça peut prendre des minutes, voire des heures peut-être parfois. Et là on a toute une hiérarchie de steps qui vont se déclencher, et Ingest va pouvoir le gérer lui-même avec ces étapes. Et ce qui est super aussi avec Ingest, c'est que tu vas pouvoir sauvegarder, en fait, avoir l'historique de tout ce qui se passe dans ton back-end, dans ton background. Et si par exemple il y a des erreurs, etc., tu vas pouvoir relancer les tentatives. Et tu peux également, comme ici, tu vois, avoir plusieurs tentatives pour pouvoir lancer tes jobs. Et ça, je trouve que c'est vachement, vachement intéressant. Parce que quand on est sur un SaaS où, par exemple, on peut avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'utilisateurs qui vont réaliser des tâches, qui vont lancer des jobs, etc., et ben à un moment donné, s'il y a des problématiques, c'est bien d'avoir un truc qui le gère en partie à ta place avec des systèmes de sécurité. Et je trouve que c'est vraiment ultra, ultra performant. Donc ça, c'est vraiment le gros coup de cœur de cette année, de l'année 2025. Et je l'utilise maintenant dans tous mes SaaS. Donc voilà pour gérer la stack technique. Si tu veux te lancer dans le SaaS en 2026, moi je partirai là-dessus sur tous les prochains projets SaaS que j'ai. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est évident. Aujourd'hui, l'IA, l'assistant IA, l'agent IA qui va me permettre de coder avec moi très très rapidement. Donc moi, mon gros coup de cœur de cette année, c'est bien évidemment Claude Code. Claude Code qui est, c'est vraiment incroyable. C'est mon agent IA qui bosse avec moi. En fait, ce qui est intéressant avec Claude Code, c'est vraiment de planifier son idée de développement, son SaaS, ou quand c'est des features, par exemple, vraiment d'avoir en tête ce que l'on veut faire clairement, de pouvoir l'énoncer à Claude Code, et lui, il va, surtout dans le mode plan, pouvoir réaliser plusieurs tâches pour pouvoir mettre en place la feature qu'on aura demandé. Claude Code, c'est vraiment le truc que j'ai découvert et qui est incroyable pour moi et qui me permet d'aller beaucoup plus vite dans mes projets de SaaS et de développement. Donc c'est vraiment le coup de cœur, Claude Code. Et je le recommande vraiment pour tout le monde. Après, si tu débutes, peut-être que c'est intéressant, mais il faut vraiment, moi j'aime bien regarder ce qu'il fait,
comprendre, voir là où il a modifié les choses, comment il l'a fait, est-ce qu'il a bien fait, etc. Comme j'ai une bonne expérience aussi sur Next.js, ça me permet de voir là où il a fait des modifications et de voir si ça répond vraiment à ce que je voulais. Je ferai des vidéos spécifiques par rapport à Cloud Code parce que franchement ça vaut le coup. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. On a une communauté où justement on s'entraide, donc je partage beaucoup de contenu à l'intérieur pour pouvoir faire aider des gens qui veulent lancer des SaaS ou qui veulent générer des revenus avec de l'IA. N'hésite pas à regarder. Et puis, n'hésite pas à me dire quelle est ta stack technique toi pour l'année 2026. Ça m'intéresse de voir. Peut-être qu'il y a des nouvelles technos que j'ai pas encore vues. Mais en tout cas, j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos de ce type-là si ma stack évolue. Je te dis à bientôt et à la prochaine.